Merci à Cambly d'être le partenaire de cette émission. Pour en apprendre plus, rendez-vous à la fin de la vidéo. Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver. Après plusieurs semaines de guerre en Ukraine, le conflit bascule dans une nouvelle phase. Face à l'échec des plans initiaux visant la prise de la capitale Kiev et le renversement du gouvernement ukrainien, tout indique que Poutine a changé de stratégie et que la Russie livre aujourd'hui un ultime combat visant la partition de l'Ukraine et la création d'une nouvelle Russie allant du Donbass jusqu'à la mer Noire. Après s'être retirés du nord de l'Ukraine, les troupes russes se sont regroupées pour concentrer leurs efforts pour une nouvelle poussée dans le Donbass. Et déjà, Moscou pose des gestes concrets pour préparer une occupation permanente des territoires saisis. Aujourd'hui, je vous propose qu'on examine ensemble le plan final de Vladimir Poutine, ses intentions pour le reste de la guerre, mais aussi les facteurs qui seront déterminants dans l'issue du conflit. Autrement dit, comment tout ça va se terminer? Il sera question de géopolitique, de stratégie, d'enjeux tactiques, logistiques et économiques, mais croyez-moi, tout ça est absolument fascinant et rien n'est joué d'avance. Donc, sans plus tarder, commençons par le début, en examinant le plan de Vladimir Poutine. En fait, c'est extrêmement simple. Après avoir tenté une attaque sur plusieurs fronts au début de la guerre, la Russie a vite compris qu'il y avait des problèmes énormes avec une telle approche. Les troupes sont éparpillées, elles manquent de coordination, de support aérien, l'approvisionnement est difficile et la logistique est un enfer. Clairement, il fallait revoir la stratégie. Donc, au lieu de submerger la défense avec plusieurs axes offensifs, la Russie cherche maintenant à y aller étape par étape afin de concentrer la puissance de feu de manière coordonnée, un front à la fois. Dans cette nouvelle stratégie, la première étape, c'est de prendre le contrôle total sur la région du Donbass. C'est absolument non négociable puisque c'est la raison officielle de l'invasion russe et que c'est donc le strict minimum afin d'éviter l'humiliation pour Poutine. En parallèle, la Russie va tenter de consolider et d'élargir le corridor terrestre entre la Crimée et le Donbass. Puisqu'une fois le contrôle établi dans l'est de l'Ukraine, ce fameux corridor sera stratégiquement vital. Non seulement il facilitera le contrôle de la région, mais en plus, il rendra possible l'organisation de nouvelles offensives coordonnées sur les grandes villes ukrainiennes telles que Kharkiv, Dniepr ou Zaporizhzhia. Mais encore plus, la création d'un tel corridor ouvre la porte à l'accomplissement de l'objectif le plus ambitieux, la phase finale du plan de Vladimir Poutine, le contrôle total sur le sud de l'Ukraine, ainsi que la capture de la perle de la mer Noire, la ville la plus stratégique et la plus convoitée dans le conflit actuel, Odessa. Fondée au 18e siècle par Catherine de Russie, Odessa est aujourd'hui la 3e ville d'Ukraine avec plus d'1 million d'habitants et un port majeur connectant le pays avec le reste du monde. Plus de 65% des importations et des exportations de l'Ukraine transitent par Odessa, donc il est impossible de surestimer son importance au niveau économique et stratégique. La vérité, c'est que la chute d'Odessa serait une vraie catastrophe pour Kiev. Non seulement l'Ukraine perdrait une importante locomotive économique, mais encore pire, le pays se retrouverait entièrement coupé de la mer et deviendrait ainsi un État enclavé et largement dépouillé de son potentiel militaire et industriel. Pour la Russie, la prise d'Odessa serait un véritable coup fumant, un gain spectaculaire permettant de contrôler un bloc continu allant du Donbass jusqu'à la Transnistrie, recréant ainsi la fameuse Novorossiya, ou Nouvelle Russie. Ce projet longtemps caressé par Poutine consistant à reprendre les territoires cédés à l'Ukraine durant la période soviétique. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le président russe multiplie les allusions à ce qu'il appelle la Nouvelle Russie, en nommant explicitement les villes de Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Mykolaiv et Odessa. Dans un discours à la nation prononcé quelques heures à peine avant le début de l'invasion de l'Ukraine, Poutine a clairement sous-entendu que la Russie pourrait tenter de saisir les territoires en question, en évoquant la décommunisation de l'Ukraine. Благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. S'il y avait toujours des doutes sur la nature des propos de Poutine, un commandant russe les a récemment dissipés en déclarant ouvertement que l'objectif est de contrôler l'entièreté du sud de l'Ukraine afin d'établir un corridor terrestre jusqu'à la Transnistrie. À première vue, ça peut sembler ambitieux ou même impossible. Mais en fait, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on observe actuellement sur le terrain.
À Donetsk et à Louhansk, des votes sont planifiés pour rejoindre la Russie et déjà, on évoque un référendum dans la région de Kherson afin de créer une nouvelle république pro-russe à l'image de celle du Donbass. Dans les villes occupées, le rouble est progressivement introduit, les médias sont remplacés par des antennes pro-russes et chaque jour, il semble de plus en plus évident que ce que vise ultimement Moscou, c'est bien plus que l'occupation, c'est carrément l'intégration. Poutine cherche à créer des républiques pro-russes à l'intérieur des territoires occupés afin d'y assurer un contrôle effectif sans nécessairement les annexer à la Russie. Pour le moment, c'est le meilleur moyen d'asseoir l'influence russe tout en limitant le retour de flamme. Cela étant dit, il est loin d'être impossible qu'on assiste un jour à la naissance d'une nouvelle union formelle entre la Russie et les États satellites créés par Poutine depuis 20 ans, comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Biélorussie, le Donbass et bien sûr, la Nouvelle-Russie. Pour Poutine, ce serait l'ultime héritage, une manière de marquer l'histoire de façon indélébile et permanente par une extension gigantesque du territoire national. Décidément, la bataille d'Odessa sera déterminante pour l'avenir de la Russie, de l'Ukraine et de l'Europe tout entière. Sa chute serait sans doute l'un des événements géopolitiques les plus marquants du 21e siècle. Il est donc garanti que l'Ukraine fera tout en son pouvoir afin de défendre la ville et de protéger son accès vital à la mer. Déjà, la Russie frappe les infrastructures stratégiques autour d'Odessa et selon les renseignements occidentaux, le Kremlin pourrait lancer un débarquement grâce à ses quelques 20 navires de guerre et sous-marins dans la mer Noire, dont plusieurs sont surveillés en permanence par des dauphins spécialement entraînés par l'armée russe. À ce point-ci, on pourrait croire que la conclusion est scriptée d'avance. La Russie exécute le plan final, capture Odessa, et puis voilà, échec et mat. Mais en vérité, c'est loin d'être si simple, puisqu'il y a des questions très sérieuses quant à la capacité de la Russie à mettre à exécution son fameux plan final. D'abord, la ville d'Odessa sait très bien que son heure de vérité approche, donc pour se préparer à l'ultime bataille, elle s'est transformée en véritable forteresse au cours des dernières semaines. Les plages sont renforcées par des mines et des sacs de sable, les rues sont bloquées par des barrières anti-chars, la marine russe dénombre plus de 400 mines autour du port, et tout ça, c'est bien sûr sans parler des constantes livraisons d'armes anti-chars ou anti-navales en provenance de l'Occident. Peu importe la stratégie, le choc s'annonce brutal. En fait, pour certains analystes, une attaque sur Odessa dans les conditions actuelles serait carrément suicidaire, puisque non seulement la ville a eu le temps de se fortifier, mais en plus, il faut regarder les choses en face. La Russie est jusqu'à présent incapable de capturer les grandes villes qui résistent à son invasion. À Kiev, à Kharkiv, à Soumy, les Russes ont dû battre en retraite et se replier afin d'éviter l'enlisement. À Kherson, la ville s'est rendue elle-même, mais les manifestations sont fréquentes, alors qu'à Mariupol, les combats continuent malgré un siège de plus de 2 mois. On constate de manière objective que la prise d'Odessa est loin d'être garantie pour l'armée russe. Certes, la récompense serait formidable, mais les coûts pourraient s'avérer gigantesques, puisque la ville est environ 3 fois plus grande que Mariupol et qu'ainsi, la bataille d'Odessa pourrait facilement durer des mois. Bien sûr, le Kremlin pourrait prendre un raccourci et transformer la ville en ruine en la bombardant jusqu'à soumission. Quand on y réfléchit, ce serait royalement stupide et contre-productif, puisque la Russie a l'intention de contrôler la ville à l'issue de la guerre. Odessa est loin d'être Mariupol. Les Russes veulent capturer la ville aussi intacte que possible en raison de son importance stratégique, culturelle et symbolique. Donc la stratégie actuelle semble plutôt de l'assiéger, afin de lui couper vivres et munitions et ainsi forcer la capitulation. Est-ce un plan réaliste? C'est difficile à dire. D'un côté, il est vrai que les troupes russes sont bien positionnées pour encercler Odessa. Au sud, vous avez la flotte russe sur la mer Noire. À l'est, c'est l'armée qui pousse vers Mykolaiv. Et à l'ouest, vous avez le Joker de la Russie. Une carte secrète dont personne ne connaît encore le potentiel. La Transnistrie. À mon avis, c'est l'aspect le plus négligé dans le conflit actuel. La Transnistrie est une république séparatiste de Moldavie, un territoire d'environ 500 000 habitants qui a voté en 2006 pour rejoindre la Russie et qui est largement contrôlé par Moscou à travers des pensions de vieillesse et un approvisionnement gratuit en gaz naturel. Quand l'URSS s'est effondrée, l'armée soviétique a laissé sur place plus de 20 000 tonnes d'armes, de bombes et de munitions dans un des plus gros dépôts militaires d'Europe de l'Est, près du village de Kobasna. D'après une étude moldave, une explosion dans ce dépôt d'armement entraînerait une détonation comparable à celle des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Aujourd'hui, cette épée de Damoclès
est surveillé par environ 2000 soldats de l'armée russe déployés en permanence et des événements pour le moins curieux semblent suggérer que ces forces se préparent activement à rejoindre les opérations de combat en Ukraine. Le 25 avril, des explosions ont frappé le ministère de la Sécurité publique dans la capitale Tiraspol. Le 26, 2 autres explosions ont frappé des antennes radio diffusant des chaînes russophones et le 27, l'armée de Transnistrie affirme avoir observé un drone et des coups de feu en provenance de l'Ukraine. Les familles des officiers russes ont été évacuées par le Kremlin. La Moldavie est en état d'alerte et décidément, quelque chose se trame dans les coulisses. Le 1er mai, les services de renseignement ukrainiens ont publié une photo de ce qu'ils prétendent être un journal transnistrien daté du lendemain, le 2 mai, et annonçant des attaques ne s'étant pas encore produites. Est-ce une copie authentique? Peut-être que non. Mais disons que tout ça est de bien mauvais augure, puisque non seulement une implication de la Transnistrie ouvre la porte à un encerclement total de la ville d'Odessa par le sud, l'est et le nord-ouest, mais en plus, ça entraînerait 2 États supplémentaires dans la guerre actuelle, la Transnistrie et la Moldavie, provoquant ici une dangereuse escalade vers un conflit régional qui pourrait dégénérer à tout moment. Pour la Transnistrie, ce serait un moyen de repayer la Russie pour des années de soutien financier et de protection militaire, mais aussi ce serait une opportunité de sauver une république en déclin qui a perdu la moitié de sa population depuis les années 90 et qui survit largement sur la nostalgie soviétique et le trafic de cigarettes. Si une occasion se présente d'enfin rejoindre la Russie, la Transnistrie n'hésitera pas une seule seconde. Bien sûr, envahir l'Ukraine pour conquérir le Donbass jusqu'à la Moldavie peut avoir l'air d'un plan maximaliste ou même exagéré pour la Russie. Mais il faut comprendre la mentalité et la posture dans laquelle se trouve actuellement Poutine. Alors que les négociations se poursuivent avec l'Ukraine, le gouvernement Zelensky insiste pour que la sécurité de l'Ukraine soit garantie par plusieurs pays à l'issue de la guerre, notamment la Turquie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Tous des membres de l'OTAN qui seraient forcés de défendre l'Ukraine dans l'éventualité d'une nouvelle attaque. Ce que ça veut dire pour la Russie, c'est que le conflit actuel pourrait très bien représenter la dernière chance d'agrandir le territoire et de faire bouger les frontières en Europe sans risquer un affrontement direct avec l'OTAN. Ainsi, Poutine a toute la motivation du monde à profiter de l'occasion actuelle pour prendre autant de territoire que possible avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme et que les frontières ne se figent à nouveau. Pour Odessa, pour la Transnistrie et pour la Nouvelle-Russie. De manière, c'est maintenant ou jamais. Les prochaines semaines seront donc absolument primordiales et plusieurs facteurs vont avoir un impact déterminant sur le reste du conflit. D'abord, il est clair que tout ça dépend directement de ce qui va se passer dans l'Est, alors que la Russie cherche à encercler l'armée ukrainienne afin de la prendre au piège dans le Donbass. L'Ukraine doit absolument tout faire pour éviter ce scénario, même si ça implique la décision difficile de concéder la région pour se concentrer sur ce qui peut réellement être sauvé. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas Donetsk ou Luhansk, c'est Odessa, Dniepr, Zaporizhia, Kharkiv. Donc il faudra résister pour ralentir la Russie, certes, mais aussi savoir quand se replier si jamais l'encerclement devient inévitable. Pour la Russie, il sera de plus en plus difficile de maintenir le contrôle sur le territoire capturé, puisque si en Crimée et au Donbass, les gens voulaient joindre la Russie, c'est loin d'être le cas dans le sud de l'Ukraine ou même à Odessa. Les régions russophones ne sont pas nécessairement pro-russes, donc il faudra louer un nombre grandissant de soldats et de matériel afin d'occuper les territoires conquis. La Russie pourrait se retrouver dans une sorte d'Afghanistan, confrontée à une guerre asymétrique contre des éléments financés et entraînés par Washington afin de drainer les ressources du Kremlin. Pour ce qui est de l'Ukraine, le principal danger qui guette le pays à l'heure actuelle, c'est sans aucun doute l'épuisement des ressources. Au moment où on se parle, l'armée ukrainienne dépense chaque jour une quantité de munitions anti-chars équivalente à ce que l'Occident peut lui fournir en une semaine. Les hélicoptères, les chars et les avions utilisables se font de plus en plus rares et déjà, certaines villes commencent à manquer de munitions. Le problème, c'est que les pays occidentaux voient eux aussi leurs réserves diminuer à mesure que le conflit avance. Donc ils doivent maintenant y penser à 2 fois avant d'envoyer des munitions en Ukraine. Il faut comprendre que les réserves d'armement et de munitions dans les armées modernes sont beaucoup plus petites qu'on ne le pense, et ce, pour une multitude de raisons. Il y a des dates d'expiration, des coûts de stockage, des limites de production, mais aussi le simple fait que plusieurs pays ont négligé leur inventaire pendant des années de paix relative. Aujourd'hui, on constate que c'était une grave erreur.
Les réserves d'armes soviétiques dans les caches de l'OTAN sont presque vides. L'Allemagne refuse d'envoyer des chars d'assaut ou même des lance-roquettes en affirmant qu'elle en manque déjà pour sa propre armée. Même chose pour le Canada d'ailleurs, qui dit avoir épuisé ses surplus alors que Berlin et Paris préviennent tous les deux que leurs réserves d'armes lourdes sont largement insuffisantes pour aider l'Ukraine. La situation est la même à travers l'Europe. Les États-Unis, de leur côté, ont déjà envoyé le tiers de leur inventaire total de missiles anti-chars Javelin et environ le quart de tous les missiles Stinger en réserve. Le rythme est insoutenable. Devant la gravité de la situation, le président américain a directement fait appel aux fabricants d'armes afin qu'ils augmentent leur production. Mais entre nous, c'est loin d'être aussi simple. Prenons le Stinger, par exemple, une des armes les plus en demande. La compagnie responsable prévient déjà qu'il manque de pièces et qu'il faudrait plusieurs mois pour accélérer la production, notamment car le Pentagone n'a acheté aucun Stinger depuis près de 20 ans. Même chose pour les missiles Javelin. La production d'un seul Javelin nécessite plus de 200 semi-conducteurs au beau milieu d'une pénurie mondiale. Et le PDG de Raytheon affirme déjà qu'il manque de machinerie, de matières premières et de main-d'œuvre qualifiée pour livrer des missiles supplémentaires. La situation est semblable pour les armes lourdes. Depuis des semaines, le président Zelensky multiplie les appels à l'aide pour que l'Ouest envoie des avions, des chars et des blindés. Or, autant la disponibilité que la livraison de ces armes représentent des problèmes majeurs. D'abord, plusieurs pays sont réticents à l'idée de vider leurs caches et de dépouiller leurs armées pour renforcer celles de l'Ukraine. Ensuite, pour envoyer de l'équipement lourd, il faudrait utiliser les chemins de fer, mais justement pour neutraliser cette possibilité, depuis quelques semaines, la Russie fait pleuvoir les missiles sur l'infrastructure ferroviaire de l'Ukraine. Le 25 avril seulement, 5 stations ferroviaires ont été bombardées en l'espace d'une heure. Le 4 mai, 6 autres. La Russie affirme que les stations transportaient des armes et que les frappes sont un message pour l'Occident. Le ministre russe de la Défense a déclaré « Nous considérons tout transport de l'OTAN arrivant sur le territoire du pays avec des armes ou du matériel destiné à l'armée ukrainienne comme une cible qu'il faut détruire. » Bien sûr, ce genre de menace refroidit les pays occidentaux et pour l'Ukraine, c'est un problème considérable qui pourrait très bien avoir un impact démesuré sur l'échec ou la réussite du plan final de Vladimir Poutine. Déjà, le gouvernement Zelensky affirme que l'Ukraine ne pourra lancer aucune contre-attaque sérieuse avant le milieu du mois de juin, justement car il manque cruellement d'armes lourdes pour une telle opération. Alors que les signes suggèrent que la Russie pourrait enclencher la mobilisation générale de sa population, nous sommes à un point tournant. Si l'Occident veut réellement empêcher la chute d'Odessa, l'enclavement de l'Ukraine et la création de la nouvelle Russie sur les côtes de la mer Noire, alors tout suggère qu'il faudra une augmentation massive de l'appui militaire en faisant abstraction des risques flagrants d'escalade avec la Russie. Avec le bond stratosphérique dans l'aide américaine, Washington essaie clairement de donner l'exemple, mais c'est un pari extrêmement dangereux. Donc combien de pays vont prendre le risque? Mes amis, on assiste actuellement à des heures absolument déterminantes, puisqu'à moins d'un revirement majeur, tout indique que les territoires occupés par la Russie le seront de manière permanente, et qu'ainsi, chaque centimètre de territoire concédé maintenant par l'armée ukrainienne pourrait très bien s'avérer perdu pour de bon. Bien sûr, il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel l'Ukraine n'est pas amputée d'une portion importante de son territoire à l'issue de la guerre, mais la question, c'est dans quelle mesure? Évidemment, la guerre est imprévisible et on dit souvent qu'aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. Malgré ses ambitions, la Russie pourrait s'enliser dans le Donbass. Les grandes villes pourraient résister comme elles le font depuis le début, ou Kiev pourrait lancer une contre-attaque majeure. Rien n'est gagné d'avance et l'histoire regorge de surprises militaires. Ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est le plan de Poutine, les raisons qu'il motive ainsi que les facteurs qui pourraient déterminer son succès ou son échec. C'est loin d'être une prédiction de l'avenir et ça, l'échec de la prise de Kiev le démontre très bien. Ainsi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. D'après vous, comment tout ça va se terminer? Odessa va-t-elle tomber ou la Russie sera-t-elle contenue dans l'Est? Quel avenir pour les territoires occupés? Le Kremlin peut-il réellement créer la nouvelle Russie ou est-ce que le projet est condamné à l'échec? Finalement, quoi faire pour les munitions et les armes? Peu importe le dénouement,
Et malgré la tragédie de la guerre, je vous remercie sincèrement de prendre du temps dans votre journée pour qu'on discute avec franchise d'enjeux aussi délicats. On a le privilège immense d'aborder sans détour les questions les plus fascinantes et les plus sensibles, et ce serait impossible sans votre appui et sans les contributions généreuses de nos milliers de membres exclusifs qui représentent plus du 2/3 de nos revenus mensuels. Ces revenus sont injectés directement dans nos productions afin d'en améliorer la qualité. Seulement depuis le début de l'année, nous avons ajouté 4 nouveaux collègues talentueux à notre équipe. Pour contribuer à la chaîne et débloquer l'accès à une émission exclusive de plus d'1 heure à chaque semaine, rendez-vous au 7jourssurterre.com/abonnement. En terminant, laissez-moi vous parler de notre partenaire Cambly. À travers mon métier, j'ai l'opportunité de couvrir des sujets fascinants et d'interagir avec des publications ou des professionnels du monde entier. Or, sans la maîtrise de l'anglais, tout ça serait beaucoup plus difficile et il n'y a aucun doute que je n'aurais pas la même perspective face au monde qui nous entoure. Que vous ayez pour objectif de préparer un entretien d'embauche, un voyage ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre anglais, je vous recommande d'utiliser Cambly. J'ai moi-même réalisé une entrevue avec l'un de leurs tuteurs spécialisés en géopolitique et d'ailleurs j'ai adoré avoir la possibilité de choisir mon tuteur en fonction de mes intérêts et de mes besoins professionnels. Si vous aussi, vous voulez intégrer l'anglais dans votre quotidien pour vos objectifs professionnels ou personnels, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description et créer votre compte. Cambly vous offre un cours gratuit de 15 minutes pour vous permettre de tester sans engagement, donc n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien, ça vous permet de passer un bon moment avec l'un de leurs tuteurs. Et si vous souhaitez poursuivre, vous profiterez de 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois. C'est donc l'occasion idéale pour apprendre ou perfectionner l'anglais. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.